J'espère que votre glycémie va vous permettre de tenir le coup jusqu'au déjeuner et que la mienne me permettra d'être encore assez clair pour cette dernière heure de présentation. Donc je vais vous parler de ce phénomène de l'acidification des océans. C'est une thématique de recherche qui est récente, qui a fait l'objet de beaucoup d'articles de presse, de déclarations, de messages d'alerte, etc. Certains tout à fait excessifs, comme ce titre, on transforme l'océan en Coca-Cola. Évidemment, c'est pas le cas, c'est une image, et on va voir que l'océan n'atteindra jamais le pH du Coca qui est aux alentours de 4. Alors, je m'excuse, les diapos sont en fait en anglais, mais en fait, il y a assez peu de texte et je pense que ça ne devrait pas poser de problème de compréhension. Donc, quelle est la cause de cette acidification? Eh bien, c'est l'absorption par l'océan, comme Édouard Baird l'a dit dans son introduction, l'absorption du CO2 par les océans. Et donc, quand on regarde les émissions, en fait, les choses ne s'arrangent pas. Ici, on voit les émissions de CO2 liées à l'utilisation des combustibles fossiles et la fabrication de ciment. Et on voit qu'il y a eu un petit décroché ici en 2009 qui est lié à la crise économique. Et les dernières données publiées il y a quelques semaines dans Nature Geoscience par Friedlichstein montrent que en 2010, en fait, on est reparti sur une courbe ascendante avec une émission en 2010 qui est supérieure à celle de 2008. Ce qui fait que quand on ajoute donc à ces émissions du CO2 liées à la combustion des énergies fossiles et aussi le changement d'utilisation des terres, la totalité de ces émissions est à peu près de 9 milliards de tonnes de carbone par an, qui se répartissent, comme l'ont dit aussi Édouard et David, à peu près pour la moitié de ce CO2 reste dans l'atmosphère, environ 30% dans la végétation terrestre, et le quart se retrouve dans l'océan. Édouard a mentionné 33%, un tiers. Il n'y a pas du tout de contradiction entre ces deux chiffres. Édouard faisait référence à la période industrielle, c'est-à-dire entre 1800 et 2000. Ici, ce chiffre du quart, ça correspond simplement à la période 2000-2007. En fait, le puits océanique est moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était. Ça représente quand même 24 millions de tonnes de CO2 qui sont absorbées par les océans chaque jour. Alors, ce CO2 pénètre évidemment par la surface, puisqu'il pénètre par l'atmosphère. Et donc ici, ce qu'on voit sur ces trois graphiques, c'est une coupe à travers les trois océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et ce qui montre la pénétration du CO2 anthropique. Alors, ce qui est en rouge, c'est beaucoup de CO2 anthropique, et ce qui est en bleu, c'est pas de CO2 anthropique. Et donc, on voit qu'évidemment, c'est en surface, dans les trois océans, qu'on a le plus de carbone anthropique. Mais on voit que ce carbone anthropique pénètre en fait assez profondément, évidemment dans l'Atlantique Nord, Édouard l'a dit, c'est là que se forment essentiellement les eaux profondes. Jusqu'à environ 3000 mètres de profondeur, on trouve ce carbone anthropique. Donc il pénètre à la surface des océans et se distribue ensuite par la circulation générale. Alors juste un rappel qui, pour beaucoup d'entre vous, va paraître évident, sur l'échelle de pH, qui va de 0 à 14, l'eau pure est à un pH de 7. 14, c'est le déboucheur pour nos lavabos. 0, c'est l'acide de nos batteries. Et l'eau de mer, en fait, est à un pH qui est aux alentours de 8. Mais ce qui est très important de comprendre pour cette échelle de pH, c'est que c'est une échelle logarithmique et que donc les chiffres que je vais vous mentionner tout à l'heure en diminution de pH peuvent paraître modestes. Quelques dixièmes d'unité pH. En fait, il y a un facteur 10 entre l'échelle de pH et l'échelle d'acidité, l'échelle de concentration en protons, comme l'échelle de Richter qui est utilisée pour les tremblements de terre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acidification des océans? Eh bien, je m'intéresse ici à cette réaction ici combinée, où du gaz carbonique se combine avec de l'eau et des ions carbonates pour former du bicarbonate. Donc, ce qui se passe dans l'océan lorsqu'il absorbe du CO2, c'est qu'évidemment sa concentration en CO2 augmente, bien entendu,
La concentration en carbonate, elle, diminue, puisque ce carbonate est mangé en quelque sorte par le CO2 lorsqu'il se dissout, et la concentration en bicarbonate, elle, augmente. Comme la concentration en protons, qui donc est le moteur de l'acidité, est en fait exprimée sous forme du rapport entre la concentration en bicarbonate et la concentration en carbonate, les bicarbonates augmentant et les carbonates diminuant, eh bien forcément, la concentration en H+, augmente dans l'eau, et donc le pH diminue, l'acidité augmente. L'acidification des océans, en fait, recouvre l'ensemble de ces phénomènes qui sont très compliqués, en fait, qui concernent non seulement le pH lui-même, mais aussi plusieurs autres paramètres de la chimie des carbonates. Donc, carbonates et bicarbonates sont aussi affectés. Lorsqu'on regarde très globalement sur les moyennes de pH de l'océan de surface, on estime que l'océan de surface avait un pH de 8,2 durant la période pré-industrielle. En moyenne, il est aujourd'hui de 8,1, donc une diminution de 0,1 unité. Et selon les scénarios envisagés pour le futur, il pourrait atteindre 7,8, 7,7 ou 7,6 selon les modèles les plus pessimistes. Maintenant, quand on transforme ça en acidité, on voit que l'augmentation d'acidité entre 1800 et 2000 est en fait de 30%, et elle est de plus de 150% entre 1800 et 2100. Donc c'est véritablement un bouleversement total de la chimie du carbone dans l'océan à laquelle on assiste. Alors, est-ce que l'acidification peut être mesurée? Oui, elle peut l'être. Vous rencontrerez personne qui vous dira que l'acidification des océans est une vue de l'esprit. On le mesure. Édouard l'a mentionné aussi dans son présentation d'introduction. Elle est mesurée dans ce qu'on appelle des sites de série à long terme. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Il y en a 4 qui sont figurés ici. C'est les 4 sites hauturiers. La station des Bermudes, la station d'Hawaï, les îles Canaries, la station européenne, et c'est une station ici en mer d'Islande qui est en fait visitée qu'une fois par trimestre, ce qui est pas beaucoup. Et ce que vous voyez, c'est les courbes rouges, en fait, figurent le pH, et bien que ces séries à long terme sont pas si longues que ça, puisque la plus vieille ici, aux Bermudes, a commencé en 1993, donc malgré leur jeunesse et malgré aussi le fait qu'il y ait des variations saisonnières qui sont vraiment très importantes du pH, eh bien on arrive à détecter une diminution qui est significative du pH dans ces 4 stations. Donc l'acidification est quelque chose que l'on mesure. Donc on savait depuis longtemps que l'océan, lorsqu'il absorbait du CO2, avait son pH qui diminuait, mais ce que très récemment qu'on a perçu, il y a une quinzaine d'années à peu près, qu'il pouvait y avoir des conséquences négatives pour certains organismes et écosystèmes. Et ça a en fait motivé le lancement de nombreux projets de recherche de ces 5 dernières années. Le premier d'entre eux, c'est le projet EPOCA qui a été lancé par la Commission européenne. Et puis ensuite, il y a eu une série de programmes nationaux en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis qui sont en retard. C'est un des rares sujets où ils sont en retard par rapport à l'Europe. Le programme national américain ne sera lancé que cette année, en fin d'année 2011. Mais ils ont déjà beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette thématique. Donc une grande activité ces dernières années. Et donc une grande activité de publication aussi. On s'est amusé pour un chapitre introductif d'un bouquin à regarder le nombre d'articles publiés chaque année qui ont trait à l'acidification des océans ou à l'impact de la diminution du pH sur les organismes ou les écosystèmes marins. Vous voyez que l'augmentation va être absolument spectaculaire à partir de 2002-2003. En 2010, on avait 230 à peu près articles qui ont été publiés sur ce sujet. Il y en avait une trentaine au début des années 2000. Donc ça reflète aussi le plus grand nombre de chercheurs qui s'intéressent à cette question. Le nombre d'auteurs en 2010 ayant publié sur ce sujet était de plus de 500, alors qu'on était en 95, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, on était peut-être moins de 10 dans le monde à travailler sur cette question. Donc une augmentation considérable des efforts. Autant la chimie des carbonates est bien connue, autant la réponse biologique est-elle beaucoup plus problématique à appréhender.
C'est compliqué, la biologie c'est compliqué, il y a beaucoup de variabilité, il y a des résistances et tout ça. Et donc, il n'y a que très récemment que des méta-analyses ont été conduites. Certaines avec des résultats contradictoires. Il y a eu 3 papiers qui ont fait des méta-analyses sur l'impact de l'acidification sur la biologie. Le premier d'entre eux suggère que l'acidification aura un impact limité, à l'exception du processus de la calcification. Un deuxième papier, celui-là a été publié dans Estuaries, je crois, celui-ci dans Ecology Letters, que l'acidification des océans aura un impact biologique en général important et négatif. Et enfin, un troisième qui s'intéressait, qu'on a publié en 2010 dans Microbial Ecology, qui s'intéressait donc qu'aux microbes, que certains processus allaient être stimulés, comme je vais vous le dire tout à l'heure, la fixation d'azote, et d'autres seront négativement affectés. Donc une grande diversité de la réponse biologique. Et donc on a fait un gros travail de synthèse dans le cadre d'un bouquin qui va être publié en septembre par Oxford University Press sur l'acidification. Et donc dans ce bouquin, beaucoup de ces thématiques je vous montre en fait cette table des matières pour vous montrer que l'acidification en fait touche à beaucoup de domaines. Elle touche évidemment à la chimie, touche à la chimie du passé, à la chimie présente et future, à la paléocéanographie, l'impact de l'acidification sur les communautés et les événements du passé, et l'impact sur différents groupes d'organismes, les micro-organismes hétérotrophes, le phytoplancton, les organismes benthiques, les écosystèmes benthiques, les organismes nectoniques, le sédiment, la biodiversité marine et la fonction des écosystèmes, les émissions de gaz d'importance, qui impactent sur le climat, les conséquences biogéochimiques, donc un aspect modélisation qui est fort dans ce domaine, les impacts sociétaux, économiques, socio-économiques, l'impact de la mitigation sur l'acidification. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement varié. Et donc, dans les 30 minutes qui me restent, là, je ne peux pas évidemment aller dans le détail de tous ces thèmes. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous présenter une sorte de synthèse qui est basée sur le chapitre final, en fait, de ce bouquin. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire ce que l'IPCC appelle un expert assessment. Et on a utilisé les recommandations qu'IPCC a fait dans un rapport récent de 2010 pour évaluer les impacts. Et on a utilisé deux métriques qu'IPCC recommande, le niveau d'évidence, le nombre d'articles, la puissance, le nombre de données qui montrent qu'il y a un impact ou qu'il n'y a pas d'impact. Donc l'évidence peut être limitée, moyenne ou très robuste. On peut avoir une très grande quantité d'articles ou d'expériences qui montrent que, par exemple, la calcification est affectée. Et le niveau de confiance ou de certitude, qui peut être donc ici très bas, moyen, fort ou très fort. Et donc dans chacune des diapos qui va suivre, j'ai choisi de synthétiser en fait ce tableau de cette manière, avec des initiales, niveau de confiance très faible à très fort et niveau d'évidence de limité à robuste, avec un carré rouge qui indique où on se situe pour cette question particulière. Dans cet exemple-là, on a un effet pour lequel on a des évidences qui sont très robustes, beaucoup d'évidences, et un très fort niveau de confiance. Donc le carré rouge reflète le niveau, reflète ce que les 5 auteurs de ce chapitre pensent de cette question. Et donc on a identifié 15 questions ou 15 affirmations que l'on a groupées en 3 catégories, les aspects chimiques, les aspects biologiques et biogéochimiques, et puis les aspects sur les réglementations internationales, les négociations internationales et la socio-économie. Alors on commence par les aspects chimiques. L'acidification, alors le titre de ces diapos montre l'affirmation que l'on donne. L'acidification des océans s'est déjà produite dans le passé.
Et donc maintenant on évalue le degré d'évidence et le degré de certitude qu'on a qu'effectivement l'acidification s'est produite dans le passé. Eh bien, en fait, on a beaucoup des évidences très robustes. Là, j'en propose une, c'est le chapitre de Zibby et Ridgewell de ce bouquin qui montre alors c'est le même problème, entre guillemets, que celui que décrivait Édouard. On part ici de 500 millions d'années et on va ici au présent. Donc on est dans le Phanérozoïque et on regarde les reconstructions du pH au cours de ces 500 millions d'années. Le pH pré-industriel de l'océan est indiqué ici par cette ligne noire. Et donc, on voit qu'on a eu effectivement des périodes où on a eu des pics négatifs, hein, des très faibles pH dans le passé. Ici, vous voyez qu'on est descendu à certaines périodes jusqu'à 7,5 pour le pH de l'océan. Donc, l'acidification s'est produite dans le passé. On est actuellement dans la période pré-industrielle ici à 8,2 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est actuellement dans l'année 2000, on était à 8,1, donc on est déjà en train d'ici de rediminuer. Le niveau de confiance est très fort. Il y a une quasi-certitude il y a vraiment peu de doute que ces événements d'acidification se sont déroulés dans le passé. Il y a quand même une complexité, c'est que le pH, certes, était à certaines périodes très faible, mais l'eau de mer aussi avait une composition chimique qui était différente, et notamment la concentration en calcium de l'eau de mer qui est très importante pour les organismes qui fabriquent un squelette ou une coquille calcaire, a elle aussi beaucoup varié et en général a été supérieure à la moyenne de l'océan moderne. Et donc ce qu'il faut vraiment parvenir à faire sur ces expériences, sur ces aspects paléocéanographiques, c'est à mieux reconstruire la chimie de l'océan passé et tenir en compte non seulement les reconstructions de pH qui sont faites pour l'essentiel ici à partir de compositions isotopiques du bord, avec d'autres éléments comme l'alcalinité totale ou la concentration en calcium. La deuxième affirmation qu'on a essayé d'évaluer, c'est que l'acidification des océans était en cours. Eh bien là aussi, aucun doute, hein, je vous l'ai dit en introduction, et ici c'est une présentation un petit peu différente, c'est tiré du chapitre de Jim Orr dans ce bouquin, où il a repris ici trois stations, et donc on voit que la pression partielle en CO2 dans ces trois stations a augmenté depuis... pour certaines ici 1985, le pH a diminué de façon significative et la concentration en carbonate, comme je vous l'ai indiqué dans mon introduction, a diminué de manière importante d'à peu près 30% sur toute la période pré-industrielle. Donc sur cette affirmation, on a aussi de très robustes évidences. Il y a beaucoup de données qui montrent que l'acidification des océans est en cours. Et il y a une très forte certitude que c'est donc une affirmation qui est exacte. Ce qui manque actuellement dans cette activité de mesure, c'est plus de stations, Édouard l'a dit, mais aussi plus de stations dans des endroits très, très précis et particulièrement vulnérables, comme l'océan côtier. Toutes ces stations sont dans l'océan hauturier, il n'y en a pas beaucoup, et en tout cas aucune série longue dans l'océan côtier, aucune dans les récifs coralliens, aucune dans les régions polaires, à part la mer d'Islande qui n'est pas vraiment c'est assez nord, mais c'est pas l'océan Arctique, ni l'océan austral, et aucun suivi à long terme dans l'océan profond. Une troisième affirmation, l'acidification des océans va continuer à un rythme que l'on n'a jamais rencontré durant les 55 derniers millions d'années. Alors ça, c'est un graphique qui est un peu difficile à comprendre, je vais essayer de vous l'expliquer. Ici, on a la concentration de CO2 atmosphérique, entre 100 et 10 000 ppm. Ici, on a les intervalles de temps, donc entre 10 ans et 10 millions d'années. Et ici, on a les isolignes, ici, montrent la diminution du pH. Ici, on a aucun changement de pH. On a ici 0. Ici, on a une augmentation du pH, ça c'est plus 0,2.
Et ici, on a moins 0,2, moins 0,4, etc., jusqu'à moins 1,2. Et on regarde quelles ont été les variations donc de pH durant certaines époques. On a d'abord, durant la période glaciaire-interglaciaire, ici, on a eu des variations de pH qui étaient de à peu près 0,1 unité sur une période de temps qui va donc de 1000 à 10 000 ans. Sur la période qui nous attend, la période entre 1800 et 2000, on a eu une variation de pH, vous voyez, qui est entre 0 et moins 0,2. C'est la diminution de 0,1 dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est une diminution qui s'est passée en 200 ans, qui est donc ici sur à peu près 200 ans. Sur l'échelle géologique, on a eu des variations qui ont été très importantes. Vous l'avez vu dans la première diapo, là, sur les aspects paléo. Des variations qui ont été importantes et qui étaient aux alentours de moins 0,5 unités pH à une échelle d'à peu près 300 millions d'années. Et ces auteurs ici, qui s'intéressent non pas à la période 2100 pour business as usual ici, mais à la période de 2300, ils suggèrent une diminution de pH de 0,7 unités, vous voyez, entre moins 0,6 et moins 0,8, donc sur à peu près 700 ans ou 500 ans. Et donc on est ici dans une perspective, une diminution du pH qui est supérieure à tout ce qu'on a rencontré depuis dans le passé. Une diminution du pH extrêmement rapide, c'est quelques centaines d'années, et très importante, beaucoup plus importante que ce qu'il y a eu dans le passé. Donc là aussi, on a de très fortes évidences, très robustes évidences que l'acidification du futur sera extrêmement forte par rapport à tout ce qui a eu lieu dans le passé. Et on a aussi un très fort niveau de confiance que cette évolution est réelle. On est très confiant sur cette affirmation. Le challenge de cette affaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de proxys, et donc pour décrire d'indicateurs. Pour décrire la chimie des carbonates, on a besoin de deux paramètres. Bien souvent, on n'en a qu'un, c'est le pH, et il en faudrait un second, je l'ai dit tout à l'heure, l'alcalinité, la concentration en carbonate, ou d'autres paramètres. Et donc ça, on a des difficultés. Je pense qu'il faut vraiment qu'un nouvel indicateur puisse être trouvé pour encore renforcer ce niveau de certitude que l'on a et qui est déjà très élevé. Toujours dans les problèmes de chimie, une autre affirmation que l'acidification future des océans dépendra des émissions en fait que les activités humaines auront. C'est assez évident, mais on montre ici, Jim Orr dans son chapitre montre que quand on regarde les différents scénarios qui sont utilisés concernant la pression partielle de CO2 atmosphérique, des scénarios qui sont très, très variables, puisque ça peut aller pour 2100 de 450 à 900. On voit qu'on a des variations de la surface, du pH de surface des océans qui est extrêmement variable, et qu'évidemment, plus les émissions sont faibles, ici, le point noir, et bien plus la diminution du pH sera faible dans l'océan de surface. Donc il y a une relation extrêmement directe entre les émissions de CO2 et le pH de surface, ainsi que dans le degré de saturation des océans vis-à-vis du carbonate de calcium. Ici, pour l'océan austral, on voit que dans certains scénarios, la totalité de l'océan austral deviendra sous-saturée en carbonate de calcium. On est sous la barre ici, oméga égale 1, sous-saturé vis-à-vis du carbonate de calcium et plus précisément de l'aragonite, ce qui veut dire que non seulement les organismes calcaires, on va le voir tout à l'heure, vont avoir plus de mal à fabriquer leurs coquilles ou leurs squelettes, mais que les coquilles et squelettes précédemment fabriqués vont se dissoudre, parce que l'eau de mer va devenir corrosive vis-à-vis de ce carbonate de calcium. Un dernier point sur la chimie, l'impact de l'acidification des océans va être ressenti pendant plusieurs siècles. Et ça, c'est le travail de Fortunatios de l'Université de Berne qui a utilisé 3 scénarios et qui montre que, avec le premier scénario, il suppose, avec son modèle, que les émissions de CO2 sont interrompues en année 2000. Ça, c'est les émissions de carbone. Donc ça, c'est la courbe des émissions jusqu'à l'année 2000. Et il suppose, dans son modèle, paf, on met les émissions à zéro et on regarde ce qui se passe.
Autre scénario qu'il utilise, c'est on interrompt les émissions de CO2 en 2050 ou en 2100. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, le CO2 atmosphérique va varier beaucoup selon les scénarios considérés, mais regardons ce qui se passe dans l'océan et la saturation en aragonite, la saturation vis-à-vis du carbonate de calcium. Eh bien, on montre que, évidemment, cette diminution très importante de la saturation en aragonite qui est ici et qui rend les eaux, qui peut rendre les eaux corrosives vis-à-vis du carbonate de calcium, va pouvoir être récupérée dans tous les scénarios, mais de façon extrêmement lente. Et vous voyez, l'échelle ici va jusqu'à 2500. En 2500, même avec le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire si on avait arrêté nos émissions de CO2 en an 2000, en 2500, on n'aurait pas retrouvé le niveau de saturation qui était le niveau pré-industriel. Donc, il nous a fallu à peine 200 ans pour manipuler la chimie des carbonates. Il faudra plusieurs milliers d'années pour revenir à une chimie qui ressemble à celle que l'on avait dans les années pré-1800. Donc, des évidences très robustes et une forte certitude sur le fait que donc on va avoir un océan acidifié pendant plusieurs siècles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des aspects sur la réponse biologique et biogéochimique à cette acidification? Et le premier point, et c'est celui qui a été d'abord le premier étudié, la première publication, nous l'avons sortie en 98, c'était sur les coraux tropicaux, et on a montré que l'acidification des océans était un problème pour ces organismes qui fabriquaient donc un squelette calcaire. Ici, ça c'est une figure qui est tirée de l'article de Crooker, un des articles de méta-analyse dont je vous parlais tout à l'heure, où elle a regardé, alors depuis cet article de 98, il en est paru beaucoup d'autres, sur beaucoup d'autres organismes, des algues calcaires, bon, les coraux, il y en a eu beaucoup, les coccolithophores, un groupe de phytoplancton, des mollusques, des échinodermes, des crustacés. Et donc, Crocker, dans sa méta-analyse, montre qu'il y a deux groupes qui montrent une diminution significative de la calcification au pH attendu pour 2100. Ce sont les coraux et peut-être, mais la signification est un peu moins sûre, les mollusques. Pour tous les autres, il y a une très très grande variabilité et il y a même une petite stimulation chez les crustacés. En fait, ce point-là est très tiré par un travail qui a été fait sur des langoustes. Globalement, quand on met toutes ces données ensemble, globalement, Crocker trouve un effet négatif de l'acidification globale sur la calcification. C'est la raison pour laquelle on estime que l'évidence là est moyenne. On n'est pas très sûr enfin, on a des données qui sont un peu contradictoires. Certains organismes sont stimulés, d'autres inhibés. La plupart sont inhibés. Et donc, mais malgré tout, on estime qu'on a un assez fort niveau de confiance sur le fait que la calcification, globalement, est affectée par l'acidification. Les challenges sont extrêmement nombreux. Ils sont physiologiques, on ne comprend pas très bien les mécanismes de calcification chez beaucoup de ces organismes, notamment chez les coraux. Il y a très peu de groupes qui travaillent là-dessus et on ne comprend pas très bien s'il y a des phénomènes d'adaptation ou d'acclimatation qui sont possibles. On n'a pas beaucoup d'évidence sur le terrain non plus à part les sources de CO2, je vous en parlerai tout à l'heure, que la calcification a vraiment diminué depuis 1800. On arrive à trouver chez certains coraux, sur le terrain, on arrive à faire des carottes dans les grandes colonies de coraux, et on voit que sur beaucoup de coraux, la calcification a diminué. Mais on ne sait pas faire l'attribution. Est-ce que c'est le résultat de l'acidification, du réchauffement de la température, ou de l'apport de sels nutritifs dans la zone côtière, ou une combinaison de tous ces paramètres? Donc on a vraiment un problème d'attribution. Cela dit, c'est encore une fois, un assez fort niveau de confiance sur le fait que l'acidification impacte négativement sur la calcification. Un autre point qu'on voulait estimer, est-ce que l'acidification stimule la fixation de carbone par la photosynthèse? Et dans le chapitre de Ribezel et Tortel, il y a ce tableau qui regarde quelle est la réponse des grands groupes de phytoplancton
les diatomées, les coccolithophores, les dinoflagellés, les cyanobactéries et des assemblages naturels, des communautés naturelles. Et on voit que dans la plupart d'entre elles, la plupart de ces groupes sont stimulés par l'acidification, c'est-à-dire que la plus grande quantité de CO2 ou de carbone inorganique qui est disponible est plutôt favorable à la fixation de carbone par la photosynthèse de ces organismes. On estime que l'évidence est quand même moyenne parce qu'on a, bon, il y a beaucoup de références ici, mais ça correspond à beaucoup de ces références sont sur des cultures qui ont été maintenues pendant des années ou des décennies en culture au laboratoire. Est-ce que c'est un bon reflet de ce qui se passe sur le terrain ou pas? On a finalement assez peu de données de terrain. Les seules données de terrain sont ici. Tout le reste, c'est sur des organismes, des rats de laboratoire en quelque sorte, du phytoplancton rats de laboratoire qui et donc, bon, il faut être quand même prudent sur cette interprétation. Cela dit, le corpus de données va essentiellement dans la même direction, et donc on a un assez fort niveau de confiance sur le fait que l'acidification va stimuler la fixation de carbone par la photosynthèse. Et donc, le challenge, c'est de faire plus de travail sur les communautés, sur le terrain, et c'est ce qu'on a fait en partie dans EPOCA en travaillant sur des communautés naturelles. La fixation d'azote va stimuler, l'acidification va stimuler la fixation d'azote atmosphérique. Vous savez qu'il y a plusieurs groupes de cyanobactéries qui fixent de l'azote atmosphérique et donc fournissent de l'azote à l'océan de surface. Il y a eu assez peu d'études, mais là aussi, la plupart vont dans la même direction. La fixation d'azote, dans les quelques études qui ont été faites, est stimulée, sauf dans cette espèce-là, mais qui est une espèce un peu particulière. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais qui est probablement pas représentative de l'ensemble de la fixation d'azote dans l'océan. Donc là encore, des évidences qui est moyenne, parce qu'on a quand même peu de résultats. La plupart de ces résultats sur des rats de laboratoire. Aucune donnée sur le terrain. Et aussi, on appréhende assez mal l'interaction entre l'acidification et le réchauffement, par exemple. Ce qui est vrai d'ailleurs pour beaucoup des processus dont je vous ai parlé, c'est vrai pour la calcification aussi. Tous ces facteurs de stress que sont l'acidification, le réchauffement, l'apport de sels nutritifs impactent sur ces processus et interagissent. Et donc on appréhende assez mal ces interactions. Quelques espèces ou souches sont tolérantes à l'acidification des océans. Alors ça, c'est une évidence, c'est très, très robuste. Notamment chez les coccolithophores, on a montré que certaines souches même de la même espèce réagissaient de façon différente, quelquefois dans une direction opposée à ce forçage du pH. Et on ignore quasiment tout des mécanismes physiologiques qui permettent la résistance de certaines espèces. C'est peut-être un facteur d'espoir, en fait. Puis le fait qu'il y a certaines espèces qui sont résistantes peut vouloir dire que celles qui ne le sont pas aujourd'hui pourront, avec une certaine, en leur donnant suffisamment de temps, pourront s'adapter. Notamment pour les espèces qui ont des temps de génération très courts, comme tous les microbes, en fait, dans l'océan, les bactéries, le phytoplancton, qui ont un temps de génération extrêmement court, de l'ordre de quelques jours. Il y a peut-être cet espoir de l'adaptation, mais on ignore absolument tout de cette question. Et on ignore aussi beaucoup de choses, je vous le disais tout à l'heure, de l'interaction avec les autres paramètres. Ici, c'est une vue, en fait, des performances aérobiques d'organismes nectoniques. C'est un travail d'Hans-Otto Portner. En fonction de la température, et donc il exprime ça comme une fenêtre dans laquelle les processus aérobiques sont optimum. Bon, c'est pas surprenant cette courbe en cloche, on sait tous qu'il y a une température à laquelle on préfère être, et puis quand c'est beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud, on est moins à l'aise, donc c'est la même chose pour les performances aérobiques. Et ce que Hans-Otto montre, c'est que en fait, tous les stresseurs qu'on ajoute à la température réduisent la largeur de cette fenêtre.
Vous voyez, si on rajoute le CO2, eh bien, on a une fenêtre qui est plus réduite. Les organismes nectoniques deviennent moins tolérants à l'acidification. Puis quand on rajoute par-dessus le marché l'hypoxie, une diminution de la concentration en oxygène, eh bien, on réduit encore la fenêtre optimale de vie de ces organismes. Donc ce schéma-là illustre en fait l'interaction qui existe entre les différents facteurs de changement auxquels ont à faire face les organismes marins. Donc là, je ne répète pas, c'est ce que je viens de dire, en fait, l'adaptation, est-ce que certains organismes vont pouvoir s'adapter? On a même décidé de même pas donner, j'ai mis le carré rouge ici sur le L, j'ai même pas voulu lui donner un niveau de confiance parce que le niveau de confiance est en dessous de Verello. Donc on connaît absolument rien de tout ça et c'est vraiment un problème parce que si on veut vraiment déterminer quel va être l'océan futur, eh bien il faut absolument qu'on puisse savoir ce qui se passe pour la plasticité phénotypique ou l'adaptation génétique de ces organismes marins, et malheureusement on l'ignore totalement. Cela dit, dans le passé, Andy Knoll montre que les taux d'extinction d'espèces sont beaucoup plus importants lorsque les changements environnementaux sont rapides. Or, en ce qui concerne l'acidification et le réchauffement, c'est extrêmement rapide. La perturbation qu'on a rencontrée depuis 200 ans, elle était vraiment inédite dans l'enregistrement géologique. Donc le challenge ici, c'est d'initier des expériences à long terme, notamment sur les espèces qui ont un temps de génération court, et de manière à déterminer si cette adaptation évolutive est possible ou pas. Une autre affirmation, l'acidification va changer la composition des communautés, et là on a de très robustes données qui le suggèrent, et notamment dans un site qui est un site assez intéressant. C'est un site qui est sur l'île d'Ischia. C'est une île qui est en face de Naples, et donc à proximité du Vésuve, et autour de cette île il y a des sources de CO2 à faible profondeur, dans quelques mètres d'eau. Et donc, ce sont des sources qui ont été actives depuis longtemps, nous dit Pline l'Ancien. Et donc, ces organismes qui sont là ont été soumis à des pH particulièrement bas depuis longtemps. Et donc, s'il y a de l'adaptation, là, on devrait le voir. Et en fait, on voit qu'à Ischia, lorsqu'on regarde le nombre de taxa qui restent par rapport à 100%, c'est-à-dire au pH de contrôle, ici en fonction de la réduction de pH en unité, de 0 à 1,5, on voit que le nombre d'organismes calcificateurs ici en blanc ou non calcificateurs ici en noir diminue de façon importante avec la diminution du pH. Alors là, il faut être prudent, il ne faut pas aller jusque-là parce qu'on n'arrivera jamais à ces réductions aussi massive. Mais si on regarde la fenêtre qui est raisonnable, qui est celle-ci, 560 à 1000, on voit que, il y a une très forte diminution des calcificateurs. À peu près la moitié des calcificateurs disparaissent au pH attendu pour 2100, et environ 20% des non-calcificateurs disparaissent. Donc un impact sur la biodiversité marine qui semble assez robuste. Et donc on est assez confiant sur le fait que oui, l'acidification va changer la composition des communautés. Ce qui nous manque, c'est évidemment, on a ces genres de données pour l'enregistrement géologique, mais uniquement sur les calcificateurs, évidemment sur les organismes qui se fossilisent. Et on a aussi quelques données sur les récifs coralliens. Il y a une équipe là, du Centre scientifique de Monaco qui rentre de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont identifié un récif qui est à proximité aussi de sources de CO2. Et donc on a l'espoir aussi de pouvoir... les premières données en fait vont être publiées dans Nature Climate Change le mois prochain et montrent que les coraux ne sont pas éliminés à proximité des sources de CO2, mais la diversité diminue considérablement. Il n'y a plus qu'une espèce qui reste, une espèce de Porythes. L'impact sur la chaîne trophique et les niveaux trophiques supérieurs, que j'illustre ici par la chaîne trophique du Pacifique Nord, l'Alaska. La chaîne trophique, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est uniquement le but de ce schéma-là, de vous montrer que oui, c'est compliqué. La plupart des infos qu'on a, c'est sur le phytoplancton.
assez peu sur le zooplancton et presque rien sur les niveaux trophiques supérieurs. Donc l'impact sur la chaîne trophique, là aussi, on n'a même pas osé mettre un niveau de confiance. Hein. Le niveau d'évidence est extrêmement faible qu'il va y avoir un effet de l'acidification sur les chaînes trophiques. Et on n'ose même pas lui fournir un indice de confiance là-dessus. On ignore vraiment tout ça. On sait que certaines espèces vont disparaître, notamment par exemple les ptéropodes, ce sont des mollusques pélagiques. On sait que les ptéropodes dans le Pacifique Nord représentent à certaines périodes de l'année 70% de la nourriture des saumons du Pacifique. Et donc on sait que ces ptéropodes, on craint que ces ptéropodes ne disparaissent parce qu'ils ont une coquille calcaire qui se dissout. On l'a montré aussi en Méditerranée. Et donc, si les ptéropodes disparaissent, forcément la niche ne va pas rester vide, elle va être occupée par une autre espèce. Est-ce que cette espèce va avoir les mêmes qualités nutritives pour les poissons que les ptéropodes ou pas? On l'ignore totalement. Donc, l'impact sur les chaînes trophiques, aujourd'hui, on ne sait pas. Les impacts biogéochimiques, peut-être que Laurent en parlera tout à l'heure, Laurent Bock, je ne sais pas. Toutes ces incertitudes qu'on a à l'échelle des organismes et des communautés, évidemment, se retranscrivent sur l'impact biogéochimique. On ne peut pas faire une modélisation biogéochimique dans laquelle on a toute confiance si les paramètres qu'on introduit pour la paramétrer sont très incertains. Et cela dit, on peut regarder ou essayer d'estimer ce qui peut se passer sur les boucles de rétroaction. En regardant quelques processus ici, c'est le chapitre de Rivesel et Tortel dans l'ouvrage, qui Marion Guélène aussi dans le bouquin regarde ces boucles de rétroaction. Donc la calcification est une source de CO2 pour l'atmosphère. Donc le fait qu'elle diminue, c'est un feedback négatif, une rétroaction négative sur le CO2 atmosphérique. L'effet ballast, c'est l'effet qui correspond en fait au fait que les organismes qui ont une frustule de silice, comme les diatomées, ou une coquille calcaire, comme les coccolithophores ou les ptéropodes, évidemment, ces organismes-là coulent plus vite dans la colonne d'eau que ceux qui n'ont pas de particules minérales. Et donc, c'est l'effet ballast. Hein, on emmène le carbone organique plus vite au fond. Et donc, si on enlève si la calcification diminue, l'effet ballast diminue, et donc c'est une rétroaction positive sur le CO2 atmosphérique. Bon, je ne vais pas tous les passer ici. Je vous ai parlé de la fixation d'azote. Évidemment, si on a plus d'azote apporté parce que la fixation d'azote est plus intense dans l'océan, c'est aussi une rétroaction négative sur le CO2 de l'atmosphère. Donc, mais vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on a tellement d'incertitudes sur l'impact sur les organismes qu'on estime que, oui, il va y avoir des changements biogéochimiques, on a un niveau d'évidence de données qui est moyen, cela dit, et un niveau de confiance qui est quand même, là aussi, assez moyen. Le challenge, c'est vraiment de mieux paramétrer ces modèles, et ça passe par un plus grand travail sur l'échelle des communautés. Et pour terminer, le dernier groupe, les aspects sociétaux. Là encore, un niveau d'évidence extrêmement faible et on n'ose pas donner un niveau de confiance. J'illustre ça simplement par ce schéma qui a simplement pour but c'est en fait la valeur de certaines proies, des pêcheries, hein, en fonction de... Vous voyez, les top predators, donc c'est par exemple les thons, les organismes qui mangent des calcificateurs, les langoustes, les crabes, les crevettes, etc. Donc différents groupes. Et on voit que, par exemple, si on regarde que les prédateurs d'organismes calcifiés, ici en vert clair, vous voyez que dans certaines régions du monde, ici c'est différentes régions du monde, peu importe le détail, mais dans certaines régions du monde, ces organismes calcificateurs jouent un grand rôle sur ces prédateurs, en fait. Hein. Et donc, bon, il peut y avoir... tout ça, c'est pour dire qu'il peut y avoir un impact économique. Je vous mentionnais le saumon tout à l'heure, le saumon du Pacifique. Mais là encore, on ignore totalement quel va être cet impact. S'il y en a un, on est bien sûr incapable de mettre un chiffre là-dessus. Et enfin,
un thème qui a beaucoup motivé en fait le lancement de l'EPOCA par la Commission européenne. La Commission européenne, avec un mot en bouche, c'était tipping point. Est-ce qu'il y a un niveau de pH qu'il ne faut pas, en dessous duquel il ne faut pas descendre au risque d'engendrer des modifications irréversibles de l'océan? Les tipping points. C'est un mot clé, et c'est aussi le titre de ce DVD, un film documentaire dont j'ai laissé quelques copies à l'extérieur. Et en fait, bien entendu, on n'arrive pas à déterminer ces seuils en fait, qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'il y a des tipping points, il y en a de très nombreux. Je les illustre ici par un travail qu'on a fait avec Johnny Klepas sur les récifs coralliens. On peut d'abord définir plusieurs types de seuils. Il peut y avoir des seuils géochimiques, des seuils biologiques, écologiques ou biogéochimiques. Et vous voyez que quand on regarde ici le CO2 atmosphérique entre 280 et 2000 ppm, ici la saturation en aragonite entre 4,5 et 0 ici en passant par 1, eh bien on peut avoir différents seuils. Par exemple, un seuil qui est évident, c'est ici le seuil oméga égale 1, c'est que l'aragonite qui n'est pas protégée par de la matière organique se dissout en dessous de ce seuil. Ça, c'est un seuil qui est vraiment facile à identifier, mais les autres, il peut y avoir la calcification de beaucoup de coraux tropicaux va cesser quand on va atteindre 1,5, ça peut être un seuil. Le recrutement des coraux diminue quand on atteint 2, ça peut être aussi un seuil. La production des phanérogames marines peut augmenter quand on atteint 420 ppm et au-delà. Tout ça pour dire que des seuils, il y en a en quantité selon les organismes, selon les processus, selon les écosystèmes ou les régions auxquelles on s'intéresse. Donc là encore, très peu d'évidence qu'il y a un chiffre magique à utiliser, et on est en dessous de Verello pour le degré de confiance. Donc si maintenant j'essaye de résumer ces 15 déclarations, ces 15 effets qu'on a essayé d'estimer, d'évaluer, pour les impacts sur la chimie, alors là c'est extrêmement robuste, beaucoup d'évidence et un très fort degré de certitude que ces effets chimiques sont là, existent et sont certains. Sur ce qui est l'impact biologique et écologique, alors là c'est beaucoup moins certain. On sait que certains processus vont être affectés, quelques-uns négativement, quelques-uns positivement, la calcification, la production primaire, la fixation d'azote et la biodiversité. J'ai passé ça en revue dans les diapos qui ont précédé, mais on ne connaît pas l'intensité de ces stimulations ou inhibitions. Et certains processus n'ont même pas été étudiés encore aujourd'hui. Il faut réaliser que, comme je le disais en introduction, il n'y a que 10 à 15 ans que ces processus sont étudiés. Et enfin, pour ce qui concerne la biogéochimie, la société, les aspects économiques, ça peut changer, mais on n'a vraiment très peu d'évidence et aucune certitude que ça sera le cas. Les systèmes qui sont les plus particulièrement à risque sont aussi identifiés dans cet ouvrage. Les zones polaires sont particulièrement à risque parce qu'elles sont froides, donc elles ont absorbé beaucoup de CO2. Et donc, c'est là que c'est ces zones qui vont devenir corrosives vis-à-vis du carbonate de calcium le plus rapidement. Jim Orr a montré que c'était le cas pour l'océan austral. Notre partenaire d'EPOCA, Fortunatios et ses collègues ont montré que c'était le cas pour l'Arctique. 10% de l'Arctique va être sous-saturé vis-à-vis de l'aragonite dès 2018. 50% de la surface de l'Arctique sera sous-saturée vis-à-vis de l'aragonite en 2050 et la totalité de l'océan de surface arctique sera sous-saturée en aragonite en 2100. Donc c'est vraiment dans les zones polaires qu'il y a beaucoup de problèmes. Les environnements profonds aussi ont été assez peu étudiés et sont particulièrement menacés. Les récifs coralliens sont très menacés, ainsi que les systèmes côtiers qui, eux, font face, comme ça a été dit dans la discussion précédente, à d'autres effets de stress, comme l'eutrophisation et les apports de toxiques. Donc, qu'est-ce qui a empêché? Alors, on peut voir, on a des certitudes, on a des incertitudes, on peut voir ça comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut être quand même satisfait qu'en 10 ou 15 ans de travail sur cette thématique, on a quand même réussi à bien déblayer le T1 et à avoir pour certaines
pour certains aspects, un niveau de connaissance qui est assez bon. On peut aussi regretter qu'on ait aussi autant d'incertitudes, parce que les décideurs, ce qu'ils nous demandent, c'est des certitudes, et pas quand on leur dit c'est variable et tout ça, on sait, le chiffre magique, on ne le connaît pas, donc ça les intéresse un peu moins. Donc ce qui a limité le travail là-dessus, c'est le fait qu'il y avait peu de gens qui s'intéressaient à cette question, il y avait peu de financement, ça a beaucoup changé, je vous l'ai montré en introduction. Et donc je pense que les années futures vont être riches d'enseignements. Certaines méthodes qui ont été utilisées posent problème, elles sont parfois incohérentes, et c'est la raison pour laquelle EPOCA a publié un guide à l'attention des chercheurs sur l'acidification des océans et comment monter leurs expériences et pas répéter des erreurs passées. On a fait beaucoup trop d'expériences à court terme, il faut vraiment s'engager dans les expériences à long terme, regarder l'interaction avec les autres facteurs de stress, essayer de trouver des évidences de l'impact de l'acidification dans des zones autres que les sources de CO2. Regarder plus l'échelle de la communauté de l'écosystème. La difficulté de faire des méta-analyses, ça c'est parce que les données ne sont pas toujours disponibles pour ceux qui veulent faire de la méta-analyse, et donc on engage vraiment tous les auteurs qui travaillent sur ce sujet à publier non seulement leurs résultats sous la forme d'articles, mais aussi leurs données et les mettre à disposition de la communauté dans des bases de données internationales. Le développement de modèles a été un des facteurs limitants, et aussi le manque de coordination à l'échelle internationale. Donc, pour avoir plus d'informations sur ce thème, j'ai déposé donc à l'extérieur quelques documents et quelques DVD. Le site web d'EPOCA, le projet européen sur l'acidification des océans a beaucoup d'informations. Il y a aussi un blog sur l'acidification des océans qui publie entre 20 et 30 articles par semaine. On a fait des blogs sur nos campagnes arctiques, donc des copies du DVD sont ici à l'extérieur, et donc ce bouquin a publié prochainement. Et donc je veux aussi remercier donc quelques personnes, Lina Hanson qui est le manager d'EPOCA et qui est co-éditeur de cet ouvrage, tous les auteurs du chapitre sur lequel je me suis basé sur cette présentation, Yele Baima, Marion Guelen, Ulfried Bezdel et Carole Turley. Anne-Marie Nissouma qui a fait certaines des figures, c'est le data manager d'EPOCA, le consortium d'EPOCA qui fournit un milieu vraiment très, très excitant et enthousiaste pour travailler sur cette question, un milieu très riche, et aussi le soutien financier de la Commission européenne. Merci beaucoup.